Je m'appelle Nicolas Vanufel, je travaille au CNCD 11-11-11 et je suis président de la coalition climat. La première question qu'on se pose souvent quand on parle du dérèglement climatique, c'est est-ce qu'il est encore temps? Est-ce qu'on peut encore agir de façon efficace pour contrer les plus gros problèmes? C'est une question complexe. Le dérèglement climatique, il est déjà là aujourd'hui. Donc quand on pose la question, est-ce qu'il est encore temps? Il faut se poser la question, est-ce qu'il est encore temps de quoi? Lutter contre le dérèglement climatique, c'est clairement le chantier du siècle, c'est le chantier du 21e siècle. Et donc toutes les politiques aujourd'hui doivent converger pour nous permettre d'accomplir une transition qui soit juste vers une société sans carbone. Quand on parle de transition juste, il y a deux dimensions à ça. Ça veut dire qu'il faut d'une part s'assurer d'une transition juste au niveau international, donc s'assurer que tout le monde puisse vivre bien dans une société à bas carbone. On a quand même encore aujourd'hui 1 milliard de personnes qui vivent dans la misère. Il faut qu'on puisse permettre à ces gens-là de vivre dignement sans augmenter leur impact climatique. Et l'autre dimension de la transition juste, c'est la dimension sociale. Dans chacun des pays, et notamment chez nous, il faut que les mesures qu'on prend soient des mesures qui permettent de lutter aussi contre les inégalités et qui n'augmentent pas la précarité de certains au nom de la survie collective. Comment est-ce qu'on peut agir contre le dérèglement climatique? Eh bien, on peut commencer par agir au niveau individuel. Il correspond à environ 15% des solutions, 15% du problème. Les 85% restants, c'est agir au niveau des systèmes, agir au niveau politique, à tous les niveaux de pouvoir. Mais ce niveau individuel reste quand même indispensable. Donc nous pouvons, chacun, chacune, changer nos comportements dès aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut agir? La première façon d'agir, c'est notre consommation. Et dans le premier domaine de consommation, celui qui a un impact très important sur le climat, c'est notre alimentation. Certains spécialistes estiment que 50% des émissions de gaz à effet de serre ont un lien direct ou indirect avec l'alimentation. Attention que l'alimentation, ce n'est pas que l'agriculture, c'est aussi tout le processus de transformation, de transport, etc. Nous pouvons donc agir au niveau de notre alimentation et ça commence par avoir une alimentation qui est plus locale, qui est plus de saison, qui respecte plus la nature et aussi une alimentation qui est moins carnée. Nous consommons aujourd'hui dans les pays occidentaux trop de viande. On ne va pas obliger tout le monde à devenir végétarien, mais le citoyen belge consomme trop de viande et pour sa santé et pour le climat, donc on peut diminuer notre consommation de viande. Un deuxième domaine très important, c'est nos modes de transport. De façon générale, nous utilisons beaucoup trop la voiture, nous nous déplaçons aussi trop en avion, et donc il faut qu'on repense nos modes de transport. Comment ça peut se faire de changer ces modes de transport? D'abord dans la vie quotidienne, de nouveau à la fois pour le climat et pour notre santé, on peut tout simplement agir en favorisant la mobilité active. Donc pour les petits trajets, c'est se promener plus à pied, se déplacer en vélo. Et puis pour des trajets de moyenne distance, ça commence par utiliser de façon plus forte les transports en commun quand c'est possible, même si à nouveau, nos modes de transport, ils doivent aussi se transformer de façon systémique. Si on n'a pas accès aux transports en commun, quand on habite par exemple un petit village de la province de Luxembourg, mais c'est difficile de faire autrement qu'avec la voiture. Et puis troisièmement, c'est pour les trajets longue distance. C'est clair que nous nous sommes habitués au fait que pour pas cher, on puisse se déplacer un peu partout sur la planète. C'est quelque chose qui va devoir changer. Il n'est pas normal que nous ne payions pas de taxes sur le kérosène quand nous faisons un déplacement en avion vers Barcelone ou vers Venise, alors que si on se déplace en train, on va devoir payer des taxes sur l'énergie qui est dépensée pour le train, ou même chose pour la voiture. Troisième levier de changement individuel très important, pour les personnes qui peuvent se le permettre, c'est le logement. On sait que la Belgique est un des pays les plus mal isolés au niveau de ses bâtiments, et donc quand on est propriétaire, c'est malheureusement pas le cas de tout le monde aujourd'hui, ni d'être propriétaire, ni d'être en plus propriétaire en ayant les moyens, mais c'est clair que isoler nos logements, c'est une énorme priorité. Et une fois qu'ils sont isolés, y déployer des panneaux photovoltaïques pour avoir de l'énergie renouvelable, c'est la deuxième étape, il faut d'abord isoler. Ça, c'est le troisième grand levier sur lequel, à titre d'individu, nous pouvons agir. Mais dans aucun de ces niveaux-là, dans aucun de ces leviers-là, l'action individuelle ne pourra suffire. Parce que bien souvent, le problème, c'est que nous n'avons pas les leviers pour agir de façon importante à travers nos comportements individuels. Par exemple,
si je vais maintenant dans un supermarché, une grande chaîne de supermarchés, mais beaucoup de produits que je vais trouver, je n'ai d'autre choix que d'acheter des produits qui viennent du bout du monde, des produits qui sont suremballés et souvent des produits qui sont transformés. Donc, deuxième levier après le niveau individuel, c'est le niveau collectif. C'est mettre ensemble en place des alternatives qui vont nous permettre de consommer autrement. Par exemple, en rejoignant un groupe d'achat et de soutien à l'agriculture paysanne, en achetant des fruits et des légumes aux agriculteurs et aux agricultrices du coin. Donc le deuxième levier après le niveau individuel, c'est l'action collective. Il y a ensuite un troisième niveau qui est extrêmement important, c'est le niveau politique. Et il est clair que le cœur du problème, il se situe là. Au niveau politique, le premier niveau auquel il nous fallait agir, c'était le niveau international. Et c'est pour ça qu'on s'est battu pour obtenir l'accord de Paris, qui a été signé en 2015 et qui est maintenant entré en vigueur. Cet accord de Paris, il est à la fois absolument nécessaire et totalement insuffisant. Absolument nécessaire parce qu'on ne peut obtenir que tous les pays du monde agissent, ce qui est la solution indispensable au dérèglement climatique, qu'avec cette clé de voûte que constitue l'accord de Paris. Mais l'accord de Paris est en même temps totalement insuffisant parce que même s'il a mis un cap d'éviter un réchauffement de plus de 2 degrés et de tout faire pour qu'il se maintienne à 1,5 degré maximum par rapport à l'époque pré-industrielle, eh bien, derrière, les engagements en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les engagements les plus importants, ont été totalement insuffisants et ils ont été volontaires. Et c'est pour ça qu'on s'est battu depuis des années, et en particulier avec toutes les grandes marches pour le climat en 2018-2019, c'était pour avoir un rehaussement de l'ambition. Et donc, autour de cette COP26, qui devrait normalement avoir lieu, si la situation sanitaire le permet, à Glasgow à la fin de cette année-ci, eh bien, les États du monde entier vont arriver avec des ambitions renouvelées. C'est une bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle qui est le résultat des mobilisations. Sans aucun doute, si les citoyennes et les citoyens du monde entier, et en particulier de l'Europe, ne s'étaient pas mobilisés à ce point en 2019, eh bien, jamais nous n'aurions pu obtenir cet engagement-là. Donc le premier niveau, c'est le niveau mondial, le deuxième, c'est le niveau européen. Mais derrière, évidemment, c'est très bien d'annoncer des chiffres, mais sans mesures concrètes, ça ne sert à rien. Et donc on passe maintenant à une autre étape de la lutte contre le dérèglement climatique. On s'est battu pour l'ambition, on l'a obtenue. Maintenant, il va falloir se battre pour des mesures concrètes. Ces mesures concrètes, elles vont devoir être prises en partie au niveau européen, mais elles vont devoir beaucoup être prises au niveau des pays, donc au niveau national et dans le cas de la Belgique au niveau régional, et puis surtout au niveau local. Construire une piste cyclable, aider à l'isolation des logements sociaux, redéployer la SNCB, c'est des mesures qui se prennent entre le niveau local, le niveau régional et le niveau fédéral en Belgique. Et puis derrière, ce qu'il va falloir, c'est aller chercher des moyens. Il va nous falloir beaucoup plus de moyens. Et c'est la raison pour laquelle la coalition climat, mais aussi le CNCD 11-11-11, se battent pour la justice fiscale, se battent pour qu'on aille chercher l'argent là où il est disponible. Dernier élément absolument indispensable, c'est que désormais on ait de la cohérence. C'est qu'on s'assure que toutes les mesures qu'on va prendre, et pas seulement celles qui se font dans le silo des politiques énergétiques et climatiques, soient cohérentes avec l'accord de Paris. Est-ce qu'on peut y croire encore? Est-ce que, à titre personnel, moi je continue à y croire? À la question de l'optimisme, moi j'ai toujours tendance à répondre en répondant par l'optimisme de la résolution. Est-ce que j'y crois encore? Oui, et la science me dit que c'est possible. Est-ce que j'ai une dose de pessimisme en moi? Évidemment, plus je lis, et plus je vois que les conséquences, elles vont être là et qu'elles vont continuer à empirer. Mais j'ai l'optimisme de la résolution, c'est-à-dire que je me dis que tout simplement, on n'a pas le choix et que si aujourd'hui, je ne me retrousse pas les manches et si je n'écoute pas la part de moi qui y croit, eh bien alors c'est fichu. Et donc l'optimisme aujourd'hui, c'est tout simplement la seule solution possible à mes yeux.